que l'on sache comment les mots se prononcent. Merci. Alors, effectivement, j'ai fait dans la revue ici présente, qui s'appelle Cahier critique de philosophie, le numéro 10, qui est paru chez Hermann, dont j'ai le sommaire ici, que je peux aussi distribuer, un article sur René Scherer et sur sa conception de la subjectivité. Et j'étais parti d'un texte de René Scherer qui était publié dans la revue Chimère. Et le texte de René Scherer s'appelait Subjectivité hors sujet. Je me demande s'il n'a pas été repris dans quelque chose où il y a également un texte sur Félix. Non, peut-être pas. Remanié, peut-être pas. Mais enfin, c'est ça. Ça s'appelle Subjectivité hors sujet. Subjectivité, c'est ça. C'est au singulier ou au pluriel? Au singulier? Je sais plus. C'est au pluriel. Au pluriel. C'est au pluriel, subjectivité. Ce qui se comprend mieux puisqu'on est dans Oui. les multiplicités de Deleuze, un petit peu, et de Guattari. Oui. On est dans les multiplicités. Donc, on va arriver un petit peu à cette conception. Ce que je voulais dire, c'est retracer un petit peu l'histoire de la découverte de toutes ces philosophies, notamment à partir des années 70. Moi, je suis arrivé à Marseille en 1973 et j'ai découvert un certain nombre de philosophes qui étaient professeurs de philosophie, comme René Scherer, Gilles Deleuze, François Châtelet, Jean-François Lyotard. N'étant pas marxiste, j'allais pas au cours des professeurs marxistes, mais à travers les philosophes que je viens de nommer, j'ai découvert ce qu'on a appelé les philosophies du désir, et qui m'ont interpellé, moi qui, dans les années terminales, avait surtout travaillé sur Descartes et sur Sartre, et sur le prolongement que Sartre avait fait de la phénoménologie, en travaillant sur justement ce que Husserl appelle l'intersubjectivité. Donc la notion d'intersubjectivité intervient dans la méditation, la méditation cartésienne numéro 5, donc à la fin du volume. Donc les problèmes que se posaient à l'époque Sartre et Husserl, ce sont des problèmes, c'est le problème d'autrui, de la relation autrui. Mais comme ils sont tous les deux cartésiens, ils s'en tiennent à ce qu'on appelle le cogito. Qui veut dire en latin je pense, pour ceux qui sont étrangers. Et donc, la seule chose, j'avais découvert Sartre, il faut le dire aussi, par L'être et le néant, dans lequel il avance une notion qui est donc il y a le cogito, le je pense, la subjectivité enfermée en elle-même, et ce qu'il avance, c'est le cogito d'autrui. Alors, on voit bien que, ce qu'il appelle le cogito d'autrui, on voit bien que on est quand même enfermé chacun dans sa subjectivité, et on essaye de mettre une relation entre les deux. C'est pour ça d'ailleurs que Husserl parle d'intersubjectivité. Donc je ne vais pas tout marquer, mais insister sur inter. Donc à partir de là, j'avais beaucoup réfléchi dans ces années-là, au temps de Vincennes, sur ce que pourrait être une philosophie de la relation. Une relation véritable entre sujets. Et donc j'avais travaillé sur les interrelations, le langage, sur les interactions, l'action, même le militantisme, l'activisme. Mais en fait, on s'aperçoit que si on est dans l'interrelation, on reste enfermé encore dans le sujet. Alors, à cette époque, j'avais découvert une chose
intéressante, c'était la notion de transversalité. Je vais noter aussi. Transversalité que j'ai découvert dans un titre, et aussi à l'intérieur du volume, un titre de Félix Guattari, qui s'appelle Transversalité et psychanalyse, et qui est paru en 72. Donc, ça m'avait permis de sortir du sujet dans le sens où on était presque dans le hors-sujet, en dehors du sujet, dans la mesure où le mouvement de translation nous permettait d'aller vers l'autre, mais de manière beaucoup plus concrète, beaucoup plus réelle. C'est-à-dire que quand on est dans la transrelation, dans un mouvement de transversalité, on est déjà dehors. Hein. Alors que dans l'interrelation, ce qu'on voit dans la discussion, par exemple, chacun reste dans son sujet. Là, on pouvait déjà aborder quelque chose qui nous permettait d'élaborer une subjectivité un petit peu différente de la conception classique, voire cartésienne. Alors, c'est là où j'ai découvert un autre philosophe qui est Bachelard, qui dans la préface, dans l'introduction plutôt, dans l'introduction d'un livre qui s'appelle Poétique de l'espace, met en avant ce qu'il appelle la transsubjectivité. Et la transsubjectivité, c'est ce qui lui permet de découvrir le réel, même d'un point de vue poétique, puisque là on est dans l'ordre de la poétique de l'espace. Ce qui était intéressant aussi avec Bachelard, notamment dans ce livre sur la poétique de l'espace, c'est qu'on passait d'une conception temporelle, hein, chez Husserl et chez Sartre, notamment de l'esprit, à une conception spatiale. Donc, c'était intéressant puisque on pouvait déboucher sur quelque chose de ce qu'on appelait à l'époque mondain ou cosmique, voire universel. Et du coup, je suis un petit peu sorti de cette philosophie de la relation pour déboucher sur une philosophie du mouvement. Alors évidemment, j'ai retrouvé Héraclite, hein, qui dit que tout se meut, tout bouge. Et ça a été un moment fort puisque cette découverte, cette redécouverte, cette rencontre avec Héraclite s'est faite à travers Nietzsche notamment. Donc, et ça me permettait de circuler dans cette notion de mouvement que je rattachais d'ailleurs à la transversalité, de faire une connexion, une réunion entre l'espace et le temps, hein, entre le temps et l'espace plutôt. Et ça me permettait aussi de, grâce aux philosophes que j'ai mentionnés tout à l'heure, c'est-à-dire Deleuze, Guattari, Jean-François Lyotard, René Scherrer et François Châtelet, de passer du négatif au positif. Ça me permettait de passer d'une conception négative à une conception positive. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire que, bien que admirant des grands philosophes comme Derrida et autres qui gravitaient autour de sa philosophie, j'ai jamais été sensible à ce qu'on a appelé la déconstruction. J'étais un petit peu comme Deleuze, extrêmement réticent à tout ce qui est négatif. Et quand Hegel dit que le concept fait le travail du négatif, pour moi, ça me paraissait quelque chose
pas du tout attirant. Donc j'étais vraiment sur des conceptions deleuziennes de la positivité pure que Deleuze trouvait chez Spinoza. Pour Spinoza, la réalité est pleine, positive, affirmative, et les individus sont mus, les individus sont animés par le conatus, par le désir de durer, par l'effort de persévérer dans leur être, et donc il n'y a pas de négatif, ou du moins si le négatif existe, il est plutôt à éliminer. Il est plutôt à éliminer dans le sens où l'éthique de Spinoza consiste à passer d'une perfection moindre à une perfection plus grande. Ce qu'il appellera le troisième genre de connaissance et la science intuitive. Donc j'étais plus ou moins dans cette vision-là. Mais en fait, on est encore dans l'ordre du constat. Alors si je peux me permettre d'être marxiste 3 minutes, je rappellerai la fameuse thèse de Marx sur Feuerbach, dans laquelle il dit que les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde, il s'agit maintenant de le transformer. Donc pour ma parenthèse marxiste, je m'arrête là. Mais de plus en plus aujourd'hui, je m'aperçois que c'est la transformation du réel qui est importante et qui est inévitable. C'est-à-dire que chez Marx, il y avait une sorte de volontarisme de la transformation. Moi, j'en viens à l'heure actuelle à penser qu'on transforme tous les jours, à tous les niveaux, et même sans le vouloir, et sans, même ne serait-ce qu'en respirant, puisque en respirant, il y a l'ozone, le trou de l'ozone, etc. Donc, les moindres gestes que l'on fait, la conscience écologique nous a apporté énormément d'informations à ce niveau-là. La planète se transforme continuellement, et nous sommes des acteurs de transformation. Notre pensée est continuellement en mouvement, continuellement en évolution, et rien ne change, rien ne reste comme avant, voilà. Même si on n'agit pas dans ce sens-là. Donc il y a véritablement une nécessité de travailler d'un point de vue philosophique dans ce sens, et d'élaborer une philosophie du changement. Alors, la réflexion que je me fais, c'est que pour changer le monde, comme on disait avant, il faut avoir une philosophie du changement, une philosophie qui nous rend capable de penser le changement. Alors, l'une des choses que j'ai faites, mais ce n'est pas la seule, mais c'était de travailler sur le langage, et notamment de remplacer la notion de concept par celle de métabole. Donc, ça, comme j'en avais parlé dans l'article qui figure dans la revue Cahier critique de philosophie numéro 10, je peux vous en parler un petit peu. Donc, le métabole, c'est ce qui me permet de remplacer le concept. Je l'ai forgé en parallèle avec le symbole. Le symbole, on sait ce que c'est la réunion symbolée, c'est la réunion de deux éléments qui permettent de créer du sens. Métabolé, ça vient d'un mot grec métabolé, et qui veut dire changement. Donc, c'est vrai que de plus en plus, de nos jours, on critique la notion de concept,
Même hier, j'ai entendu une phrase où on disait qu'il n'était pas question d'une philosophie conceptuelle, mais plutôt au contraire d'une philosophie anticonceptuelle. Mais là, encore, on reste sur le négatif, puisqu'on ne trouve pas la possibilité de nommer quelque chose que l'on critique et que l'on doit utiliser néanmoins, puisqu'il n'y a pas de mots pour le remplacer. Donc je me suis exercé, habitué à parler plutôt de métabole plutôt que de concept. Donc ça a un avantage, c'est que, si vous voulez, le concept enferme, le concept délimite une idée bien précise, alors que le métabole est quelque chose, une notion dynamique. Alors, toutes les notions ne sont pas des métaboles. Ce qui est intéressant, j'avais déterminé, mais il peut y en avoir d'autres, déterminé 3 caractéristiques du métabole. La première caractéristique, c'était que le métabole était dynamique. C'est-à-dire qu'il entraîne les idées, il permet à une idée de se développer. En cela, il est dynamique. Sa deuxième caractéristique, c'était qu'il était ouvert. Autant un concept est fermé, autant le métabole est ouvert. C'est-à-dire que c'est une idée qui s'ouvre sur d'autres idées, qui est en connexion avec d'autres idées. Un métabole n'est jamais isolé. C'est pas quelque chose d'arrêté en soi. C'est pas un dogme. C'est une connexion d'idées plutôt. Et la troisième caractéristique du métabole, c'était qu'il était matriciel. C'est-à-dire que c'était une source. C'est quelque chose qui génère d'autres idées. C'est-à-dire qu'à partir du métabole, on peut découvrir d'autres choses, des enchaînements d'idées, des générations d'idées, des engendrements. Et donc, ce que j'appelle le métabole, pour le rendre moins abstrait et plus précis, c'est du coup ce que Deleuze appelait des concepts, quand il disait que le philosophe était créateur de concepts. Et il faut entendre par là, c'est que tous les mots ne sont pas des concepts, que tout ce qu'on appelle même des concepts, on va dire le concept de table et tout ça, pour Deleuze n'était pas un concept. Quand il disait qu'un philosophe était créateur de concepts, et il disait même qu'on pouvait mesurer la dimension philosophique, on va dire, d'un philosophe au nombre de concepts qu'il avait créés dans sa vie. Par exemple, Bergson a créé un certain nombre de concepts, comme l'élan vital, voilà. Et donc, comme ce sont des concepts dynamiques, ouverts et matriciels, l'élan vital, on peut l'appeler métabole. Donc, en fait, reprenant un petit peu la phrase de Deleuze, en quoi le philosophe serait un créateur de concepts, je pourrais dire, en le paraphrasant, que le philosophe est un créateur de métabole. Et j'entends par métabole une idée créatrice, originale, que le philosophe met en avant et qui lui appartient en propre. Donc, chez Spinoza, on a un certain nombre comme ça de métaboles qui sont aussi, par exemple, la joie, évidemment le conatus,